tous et bienvenue dans ce numéro spécial d'Ailleurs dans le monde consacré à l'élection présidentielle au Congo. Je suis actuellement à Brazzaville, plus précisément devant le viaduc de la Corniche, anciennement appelé le pont du 15 août 1960. La campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 21 mars au Congo-Brazzaville a débuté le 8 mars. Ces candidats affrontent le président sortant, Denis Sassou Nguesso, candidat du PCT. Les autres candidats sont Albert Onyangué, indépendant, Dave Efren Mafoula, indépendant, Mathias Dzon de l'UPRN, Joseph Kinyumbi Kiambougou de la chaîne, Angios Gangia Ngabe du PAR, Guy Brice Parfeko Lelas de l'UDH Yuki. Je vous propose d'aller à la rencontre des principaux candidats de cette élection. Les Congolais massivement veulent soutenir le candidat Mathias Dzon pour deux raisons essentielles. C'est d'abord son profil, un militant depuis longtemps, et puis un projet de société qui fonde le développement du pays sur la connaissance, sur le savoir, donc sur la science et ses applications techniques, en promouvant par exemple l'intelligence artificielle, en diversifiant sur le plan économique, la diversification de l'économie, parce que notre économie est essentiellement centrée sur le pétrole. Or, il faut diversifier l'économie en développant l'agriculture, en développant également le secteur secondaire, l'industrie comme transformation de la matière première. Sur le plan de l'éducation, en créant par exemple une grande université de portée internationale. Mathias Dzon, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été ministre des Finances entre 1997 et 2002. Vous êtes le candidat du groupement des partis politiques nommé l'Alliance pour la République et la démocratie, l'ARD. Comment se déroule votre campagne électorale? Bon, ma campagne se déroule très bien. Elle est bien organisée. Nous avons une direction nationale de campagne qui se réunit ici à Brazzaville, qui coordonne tout. Et nous avons dans chaque département une direction départementale de campagne. Nous avons 12 départements. Et dans les 12 départements, nous avons une direction départementale de la campagne. Et dans chaque district, nous avons une direction locale de campagne qui s'occupe de tous les habitants du district. Voilà comment nous sommes organisés. Et moi-même, candidat, j'ai fait la campagne en tant que candidat à travers l'ensemble de tous les départements de notre pays. Il n'y a pas eu d'incident particulier lors de vos déplacements? Lors de mes déplacements, il n'y a pas eu d'incident particulier, sauf que nous avons été victimes des coups bas du pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir a fait? Étant donné l'engouement des Congolais, leur désir de voir Mathias Dzon, quel que soit le département, le pouvoir a pris peur. Alors, ils ont donné des instructions à leurs administrés, leurs partisans. Tous les maires des villes de l'intérieur, les préfets, ont reçu des instructions de ne pas accepter l'organisation de meetings de Mathias Dzon. Et partout où je suis passé, ça a été signifié. Alors, comme la population est debout, ils ne peuvent pas l'interdire, alors ils ont mis un autre obstacle. Alors, il faut une autorisation écrite, mais cette autorisation est payante. Le prix minimum, c'est 80 000 francs CFA. Partout, moi, j'ai fait ma campagne, je me suis résolu à payer ces 80 000 francs CFA. Et dans d'autres centres, où les populations sont vraiment très mobilisées, ils ont refusé en disant « Vous interdisez, c'est hors la loi. Nous allons faire notre meeting et on verra ce qui va se passer. » Alors les gens se sont repliés, n'ayant pas la faute devant un peuple mobilisé. Voilà ce qui passe. Or, la loi de 1970 dit ceci. Lorsque un acteur politique, quel qu'il soit, veut organiser une manifestation publique sur une place publique, il informe simplement les autorités locales. Mais aujourd'hui, on exige des autorisations pour que ces autorisations doivent être payantes. Partout, c'est ça. Mais le candidat de pouvoir, lui ne paye rien, ne demande pas d'autorisation parce qu'il est président, mais il est candidat comme tout le monde. Pourquoi il ne le fait pas? Et ça, c'est très grave. Voilà les obstacles qu'on me met partout. Alors, vous êtes porté candidat pour la première fois en 2009, avant d'appeler au boycott en plein scrutin. La victoire est revenue au président Sassou Nguesso. Et en 2016, vous avez simplement boycotté le scrutin
Et cette année, vous êtes le premier candidat déclaré à la présidentielle. Pour quelle raison? Bon, c'est très simple. Regardez, nous sommes des Africains. Ça fait 40 ans que le président Sassou est président. Je veux dire 37 ans. Oh oui, vous dites 37 ans, mais il faut ajouter la transition. 40 ans. On a fait une transition de 5 ans, vous n'avez pas compté ça, c'est lui qui était président. Donc, je dis 40 ans qu'il est président. Mais l'homme vieillit, l'homme se fatigue, l'homme ne produit plus. C'est la raison pour laquelle il faut changer. Et la politique qu'il a conduite depuis ces années-là a conduit notre pays dans l'impasse. Aujourd'hui, le Congo traverse une crise multidimensionnelle à tous les niveaux. Au niveau politique, il y a une crise grave, puisque les autres partis ne fonctionnent pas correctement. Au niveau économique et financier, c'est un désastre. Au niveau social, c'est une catastrophe. Voilà la situation de notre pays. Une crise multidimensionnelle. Alors, au niveau sanitaire, n'en parlons même pas. L'école est pratiquement inexistante dans notre pays. Les enfants vont à l'école pour ne rien apprendre. Et le chômage dans notre pays est endémique. Tous les jeunes qui sortent de l'école au Congo n'ont pas d'emploi. Plus de 70% du taux de chômage. Voilà la situation grave dans laquelle nous vivons. Alors, quelqu'un comme moi, qui suis un grand technicien de l'économie, je ne peux pas assister comme ça. Et alors, ne pas boycotter cette élection, c'est permettre encore au président Sassou de continuer sur 5 ans. Mais ça allait provoquer des histoires. Mais toutes ces difficultés dont vous parlez, les problématiques que vous dites que les Congolais traversent, elles existaient lors des scrutins précédents, en 2009 et en 2016. En 2009, nous avions un collectif des partis de l'opposition congolaise. Le collectif a décidé de ne pas participer aux élections. Moi, je suis un démocrate. Majoritairement, les autres ont décidé. Je me suis plié à la décision majoritaire. En 2016, on ne pouvait pas aller à l'élection, c'était aller faire droit à l'illégalité. Vous savez qu'en 2015, le président Sassou a décidé de son propre gré et pour ses intérêts de changer la constitution congolaise de 2002, de mettre en place la constitution la plus inique de tout le monde, du monde entier. Vous pouvez lire, la constitution congolaise actuelle est la plus mauvaise du monde entier, j'ai regardé. Alors, il est allé, par sa tête, changer la constitution. Nous avons dit non, ce n'est pas possible de faire ça, c'est illégal. Le pays a organisé un référendum, il y a eu 5% de participation seulement. Alors, nous avons qualifié ça de coup d'État constitutionnel. Non content de son coup d'État, alors il va organiser un hold-up électoral. En 2016, il organise une élection présidentielle. Il y a eu des candidats qui sont allés à l'élection et il a perdu. Il n'a recueilli que 8%. Ce n'est pas avec 8% qu'on est élu président de la République. Alors les gens qui ont eu des bons scores, c'est-à-dire Jean-Marie Michel Mokoko et les autres, qui n'ont pas voulu reconnaître sa victoire, ils sont en ce moment à la maison d'arrêt pour délit d'opinion. Voilà pourquoi, en 2016, j'ai refusé d'aller faire droit à l'illégalité. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui par rapport aux critiques que vous émettiez justement sur le manque de transparence des élections? Aujourd'hui, nous avons une situation de fait. Il faut l'arrêter. Un pays ne fonctionne pas sur la situation de fait. Alors ma candidature, c'est pour appeler le peuple congolais à assurer ses responsabilités. Il faut qu'il assume. Parce que la décision, c'est dans l'urne. Vous allez voir, le pouvoir a fait tous les sondages possibles, mais leur candidat ne dépasse pas 5%. Pas 5%. Et ils le savent. Donc, les Congolais vont voter, ils ne gagneront pas. Même si on met en place des astuces pour voler l'élection, comme le vote anticipé des militaires. Les militaires vont voter le 17 mars, mais quand on vote, on dépouille aussitôt. Mais le vote des militaires, on ne dépouillera pas le 17, on va dépouiller 4 jours plus tard, c'est-à-dire le 21 en même temps que les autres. On dépouille le 21. Mais dépouiller le 21, entre-temps, qui garde les urnes? C'est eux. Il peut y avoir toutes les substitutions possibles. Donc, voilà la première tricherie. Deuxième tricherie, lorsque nous sommes sortis de Madingu, à la concertation de Madingu, il y a eu 2 décisions. La première décision, c'est qu'il faut faire un recensement administratif spécial parce que depuis 2002, le corps électoral au Congo n'est pas fiable. Ça, c'est notre proposition à nous. Mais le pouvoir, par ses partisans, a fait une proposition, c'est la révision extraordinaire des listes. Mais maman, ici, le pouvoir a tranché pour la révision extraordinaire des listes. Mais ces listes-là n'ont pas été révisées comme on l'attendait.
Pourquoi? Aujourd'hui, ils sont obligés de sortir les listes de 2016. Vous savez pourquoi? Parce qu'en 2016, tous les partisans, les Congolais, les patriotes n'ont pas participé aux élections. Donc, ils n'ont pas leur nom sur ces fameuses listes-là. Ils nous ressortent des listes 2016 non révisées pour voter prochainement. Alors, comment ça va se passer? Et les militaires, eux seuls connaissent le corps électoral, le corps électoral des militaires. Nous ne connaissons pas. Je viens d'apprendre que dans ma ville natale, 700 militaires vont voter. Ces 700-là vivent où? C'est ma ville, je n'ai jamais vu 700 militaires. Ils vont voter le 17. Ils sortent d'où? Lors de votre investiture comme candidat, vous avez affirmé que l'économie, je vous cite, l'économie est mal gérée, les finances publiques sont mal gérées, les relations avec les créanciers sont mal gérées. Pour quelles raisons et surtout que comptez-vous faire très concrètement pour y remédier? Je vous dis une chose. Le Congo est un pays producteur de pétrole. Nous produisons par an plus de 100 millions de barils de pétrole. Au prix de cours du baril ici aujourd'hui, il n'y a pas de raison que dans ce petit pays de 5 millions d'habitants, qui va avoir 6 millions cette année 2021, que les gens souffrent. D'ailleurs, vous regardez notre budget, même avec une sous-estimation, le baril a été privé à 46 $. Moi, quand j'étais ministre des Finances, le baril de pétrole coûtait 9 $. Nous n'avons pas connu ce qui se passe aujourd'hui. Or, non seulement nous avons la flexibilité qui a été prévue avec la création de la SNPC dont je suis le géniteur, malheureusement, la SNPC vend le pétrole, mais s'endette auprès des traders. Quelqu'un que vous choisissez de vendre votre pétrole, vous vous endettez auprès de lui. Ça vient d'où? Et dans notre trésor, puisque nous avons une banque centrale ici, il n'y a jamais eu un virement qui rentre à la banque centrale pour le compte du trésor parce qu'on a rapatrié les ressources du pétrole. Donc le pays, l'État est illiquide. Tous les paiements courants sont bloqués. Il n'y a pas d'économie sans circulation des paiements et des moyens de paiement. C'est le cas ici au Congo. Les salaires sont payés au compte-gouttes et on ne sait pas d'où vient l'argent avec lequel on paye les salaires. Les pensions de retraités sont payées avec beaucoup de retard, 30 à 40 mois d'espace. Les bourses d'étudiants ne sont pas payées du tout. Les services sociaux de base n'ont pas des capitaux, des ressources nécessaires pour fonctionner. Les hôpitaux, c'est rien, c'est devenu des mouroirs. Voilà la situation. Et moi, mon projet, c'est de rétablir la liquidité de l'État pour que tout cela fonctionne. Rétablir la liquidité de l'État dans un pays comme le nôtre, où l'État est le principal agent économique, c'est de rétablir la liquidité générale de l'économie. Alors l'opposition congolaise est souvent qualifiée de factice, conservant des liens étroits officieusement avec le président Denis Sassou Nguesso. Que répondez-vous face à ces accusations? Bon, nous-mêmes ici, nous classifions l'opposition congolaise en deux composantes. Vous avez ce que nous appelons l'opposition vraie et l'opposition acceptée par le pouvoir. C'est cette partie de l'opposition qui traite avec le pouvoir. La nôtre ne traite pas avec le pouvoir. Ça, je peux vous assurer. Depuis que j'ai quitté le gouvernement en 2002, je n'ai pas encore mis le pied dans la résidence de Denis Sassou Nguesso. Lui le sait. Et je connais ses pratiques. Quand il vous reçoit, il vous donne même 1 franc, il écrit la liste. Et il lance la rumeur. Mathias Dzon, vous pouvez vérifier dans tous les pays du monde, c'est le seul qui n'a jamais été conduit par lui. Et qui sont les autres alors? Il y a 7 candidats en lice, donc à part le président sortant, vous nous dites que tous les autres font partie de l'opposition factice? Je ne suis pas venu ici pour parler des autres. Que chacun en tire les conséquences. Et nous verrons. Et le peuple est seul juge. Vous n'avez jamais réussi à être député dans votre fief et prétendre maintenant gagner la présidentielle, n'est-il pas un projet trop ambitieux? Et madame, lorsque nous sommes sortis de la conférence nationale, les premières élections législatives libres dans mon fief, c'est moi le député. J'ai été élu député dès le premier tour. Ça, c'est au sorti de la conférence nationale, donc en 1992. Alors, en 2002, après l'élection présidentielle, on a organisé les élections législatives. Et moi, j'ai gagné, malheureusement. J'ai gagné, alors on a sorti une affaire extrêmement grave. Comme quoi, j'ai organisé la guerre, j'ai brûlé ma ville natale. J'ai brûlé chez moi. Le préfet du département a fait un rapport ici.
Celui qui est venu à Gamouma pour voir faire le rapport, comme j'ai brûlé, que toute la population se trouve dans la forêt, la ville est vide. Raison, alors disqualifions-le. Et j'apprends que je suis disqualifié. Je suis rentré ici, à Brazzaville, voir la commission électorale pour dire, mais vous me disqualifiez, pourquoi? Or, vous avez brûlé votre ville. Je dis, allez-y, prenez des voitures, vous avez des hélicoptères, allez vérifier. Allez là-bas, parlez de moi, on va vous chasser. Parce que c'est moi là-bas, leur député. Vous voyez ce qui s'est passé? Ça s'est passé, je me suis tué. En 2012, parce qu'entre-temps, nous ne partions plus aux élections. En 2012, nous avons décidé, sur insistance des militants, de passer aux élections législatives. Dès le premier tour, j'ai gagné par 87%. 87%. Le président actuel de la commission électorale était président de la commission électorale à l'époque. Comme c'était un ami à moi, je lui avais dit, ne prends pas la présidence de cette commission, parce que tu vas m'avoir en face de toi. Effectivement, gagnant à 87%, c'est l'actuel ministre des Sports, l'ancien maire de Brazzaville, qui a été proclamé avec ses 12% élu. Et quand le président de la commission dit, mais écoutez, 87%, on ne peut pas éliminer un homme comme ça. Alors vous connaissez la réponse? Ce monsieur-là, même lui, tout seul, peut bloquer toute une assemblée. Il connaît trop de choses. Parce qu'ici, tous les députés, vous voyez là, les 3 quarts sont nommés. Il n'y a pas quelqu'un qui a été élu. On les nomme. Donc ils avaient peur de ça, que moi je sois à l'Assemblée. Donc vous voyez, faites des sondages, madame, même sur le plan électoral, c'est la même chose. Alors, Massia Dzon, en cas de victoire, avec qui allez-vous gouverner? On imagine le groupement politique qui vous soutient. Alors j'ai dit, d'abord avec mes amis politiques, et comme je l'ai dit, avec toutes les intelligences et toutes les compétences nécessaires qui veulent aider le Congo à sortir de cette mauvaise passe. Mais pas les corrupteurs, les corrompus, non. Mais les gens qui ont de la compétence. Pas les gens qui viennent pour... Comme aujourd'hui, le gouvernement est un gouvernement de fête. On va distribuer les masques dans un village, alors on se met à danser. Tous les dons de masques que nous avons eus, on est en train de les revendre par-ci, par-là. Non, des gens compétents qui savent de quoi ils parlent. C'est ce qu'ils font. La médiocrité n'aura pas le droit de citer avec moi. Et l'engagement patriotique sera la référence essentielle. On vient travailler pour le Congo parce qu'on aime le Congo et on croit au Congo. Parce que notre devise, c'est rendre le Congo aux Congolais. Massia Dzon, merci de nous avoir reçus et d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Parce qu'ici, mon vieux, avec tout ce qui se passe là, c'est toujours difficile de se faire entendre à l'extérieur. Merci beaucoup. Merci à vous. Naturellement, comme moi et tous les Congolais soutiennent le candidat Guy-Brice Parfait Kolela, pour une simple raison. La raison, c'est son projet de société, le plan parfait pour le redressement du Congo. Un projet qui est une réponse positive à tous les maux qui minent notre pays, afin de permettre à ce peuple de se soigner décemment, d'aller à l'école, se former, bénéficier d'une liberté. Bref, que ceux qui auront la mission de gouverner la République, sinon qui gouvernent la République, puissent faire le minimum, sinon le maximum, qui permettra au peuple de bien vivre. Et le pays soit en sécurité, qu'on ait cette liberté d'expression, que l'armée se souvienne de son rôle d'être apolitique, que les libertés publiques soient respectées, qu'on se soigne comme il se doit, pour qu'on arrête le complexe d'aller à l'extérieur pour se soigner. Guy-Brice Parfait Koleas, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le candidat de l'Union des démocrates humanistes, l'UDH-UKI. Et comment se déroule votre campagne électorale? Bon, ma campagne a commencé avec de petits accros. J'avais voulu commencer par la Sangha, mais malheureusement, le vol que j'avais pris a été annulé au dernier moment, le matin même où je me rendais à l'aéroport. Donc, je circule à l'intérieur du Congo. Il y a des moments où les autorisations sont données très en retard, ou bien on ne donne pas, je dois revenir. Ce genre de jeu a fait que j'ai pu passer du temps à l'intérieur du pays. Je n'ai pas pu suivre mon chronogramme des meetings. C'est pénible. Alors, vous proposez un projet de société axé sur la décentralisation. En quoi est-ce une priorité pour les Congolais et qu'allez-vous faire très concrètement à ce sujet? Bon, vous savez, madame,
les gouvernements locaux, que ce soit en Europe ou ailleurs en Afrique, sont devenus le ciment à partir duquel tous les pays sont en train de vouloir fonder le développement. En Afrique du Sud, vous avez des gouvernements locaux depuis longtemps, avec 9 provinces. Le petit Rwanda qui a à peine 26 300 km² à 5 provinces. La République démocratique du Congo qui est en face, 26 provinces. Les gouvernements locaux, vous savez, la gestion de proximité, c'est la bonne chose. Le centralisme démocratique n'est plus de mise actuellement. C'est pour cela que moi, j'opte pour une décentralisation intégrale en 4 provinces, dotées de personnalités morales et juridiques et de semi-autonomie administrative, économique et financière. Les provinces qui seront gérées par des gouverneurs, gouvernements provinciaux, parlements provinciaux. L'État central sera réduit à une petite portion congrue seulement. Je pense que c'est ça l'avenir du Congo. Parce que jusqu'à présent, en 46 ans de gestion centralisée du pouvoir, on sait la gabegie que le Congo a connue. C'est un petit clan qui prend tous les revenus du pétrole. Le Congo n'est même pas diversifié. Donc à ce rythme-là, autant mieux mettre les provinces en compétition. C'est ça l'avenir, les gouvernements locaux. Mais ce n'est pas une proposition, en tout cas une idée mise aussi par le gouvernement en place, la décentralisation? Non. J'ai été ministre de la fonction publique, la réforme de l'État. Ils confondent la déconcentration avec la décentralisation. La déconcentration chez eux, ce qu'ils appellent la décentralisation, c'est la déconcentration. C'est-à-dire les départements, les conseils départementaux restent attachés au ministère de l'Intérieur qui de temps en temps leur donne un budget d'1 milliard. Et si on ne leur donne rien, eh bien ces conseils départementaux sont exsangues. Ce n'est pas ça la décentralisation. Je suis un intellectuel, je sais de quoi je parle. C'est une déconcentration, ce n'est pas une décentralisation. La décentralisation est différente de la déconcentration du fait que les entités décentralisées ont leur propre personnalité morale et juridique. Ce qui n'est pas le cas maintenant. Alors vous apparaissez aujourd'hui comme le principal concurrent du président Denis Sassou Nguesso à cette élection, depuis le retrait du chef de file de l'opposition, Pascal Mabiala. Pour rappel, en 2016, vous étiez deuxième avec plus de 16% des voix. Sur quoi comptez-vous aujourd'hui pour justement remporter cette élection? Madame la journaliste, en toute objectivité, en 2016, le président Sassou Nguesso n'était même pas qualifié pour aller au deuxième tour. Ceux qui étaient qualifiés s'appellent Kolela Guy-Brice Parfait et Jean-Marie Michel Mokoko. Nos compilations que nous avions faites au niveau du comité technique de l'opposition avaient prouvé que j'étais en tête et j'étais suivi par le général Jean-Marie Michel Mokoko. Bon, comme vous avez un pouvoir qui est braillard, hein, nous n'avons pas eu cette opportunité de nous exprimer sur les ondes. Le passé est le passé. Je me fonde sur ce fait que le président Sassou était loin derrière nous. Nous étions en tête. Il y avait bel et bien un deuxième tour entre Jean-Marie Michel Mokoko et moi. C'est sur ces réalités-là que je me fonde. Et surtout qu'après 2016, toutes les promesses qu'il a eu à tenir, les 15 000 emplois qu'il allait donner aux jeunes, c'est le marasme total. Donc je ne vois pas sur quelle crédibilité, sur quoi le peuple aujourd'hui va le voter. Quand je dis que cette fois-ci, ça sera la même chose. Donc je suis confiant du fait qu'il y aura bis repetita, nous allons gagner. Là où le pouvoir triche, c'est quand les résultats sortent des urnes. Les procès-verbaux sont donnés à la commission locale électorale. Et c'est là où il échange. Premier changement. Deuxième changement, c'est quand ça va à la commission nationale électorale indépendante. Là-bas aussi, les magouilles. C'est pour cela que j'ai demandé à tous les Congolais, tous les délégués qui seront dans nos bureaux de vote, devront sortir avec les procès-verbaux des premiers résultats.
C'est sur cela que nous allons nous fonder, et non sur les résultats issus des collèges et non de la CENI, parce que ce sont des tricheurs. La CNI, ils ont reconnu le président de la CNI, c'est le président de la Cour suprême. Il est jugé parti. Hein? Il est en même temps, je crois qu'il serait même membre du Parti congolais du travail. Non, je ne suis pas certain, mais ce sont mes collaborateurs. Il y a un conflit d'intérêt pour vous. Oui, il y a un conflit d'intérêt. Donc, pour nous, on ne compte pas sur les résultats de la CNI. Ce n'est pas ça. Nous comptons sur les résultats qui sortiront des bureaux de vote. Les premiers procès-verbaux, c'est ça que nous allons proclamer. Vous avez été ministre de la Pêche maritime et continentale, chargé de l'aquaculture de 2008 à 2009, puis ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État de 2009 à 2015. Peut-on avoir collaboré avec le régime et être aujourd'hui un opposant crédible? Vous savez, madame, je suis venu au gouvernement suite à un accord signé entre mon défunt père Bernard Bakana Kolelas et le président Denis Sassou Nguesso. C'est sur cette base que nous sommes rentrés au gouvernement. Mais le régime en place, le Parti congolais du travail, n'a jamais respecté cet accord. À partir de ce moment, j'ai pris mes distances. J'ai pris mes distances parce que on ne pouvait plus cheminer avec des jeunes qui ne respectent pas les accords qu'ils ont eux-mêmes signés. Je me suis retiré et maintenant je mène mon combat de façon à ce que la démocratie, l'état de droit, la justice, l'équité triomphent. C'est tout ce que je veux. Donc ce n'est pas que j'avais décidé de rentrer dans le gouvernement comme non. C'est suite aux accords Kolela Bernard, Denis Sassou Nguesso. Alors l'union fait la force, hein, mais l'opposition arrive à rang dispersé à ces élections. Pourquoi ne pas avoir opté pour une large coalition à cette élection présidentielle? Vous savez, madame, quand on est dans une plateforme de l'opposition, c'est compliqué de gérer les égos des uns et des autres. C'est un problème d'ego. Nous ne sommes pas entendus. J'ai un parti qui a décidé de faire autrement. C'est ce que je fais. Il n'y a pas un texte qui régisse les plateformes. Il n'y en a pas. Nous étions à l'opposition. Nous avons signé un mémorandum pour la transparence des élections. Ça s'est arrêté là. Nous ne sommes pas allés au-delà quant à présenter un candidat unique. Non. Notre mémorandum, l'opposition, s'arrêtait uniquement sur la transparence des élections. Ça s'est arrêté là. Donc aujourd'hui, mon parti a décidé de faire autrement. Chacun est libre. Voilà. Mais justement, en cas de victoire, avec qui allez-vous gouverner? Mais je suis un démocrate. J'ai dit dans le document que j'ai sorti sur mes 100 premiers jours à la tête de l'État, j'opte pour un gouvernement d'union nationale. Parce que je considère que ce mandat sera pour moi un mandat de transition. Il y a beaucoup de choses qu'il faut refaire, des fondamentaux qu'il faut refaire. Je ne suis pas un égoïste, je ne suis pas un va-t-en-guerre ou quoi que ce soit. Je viens, je fais asseoir tout le monde, gouvernement d'union nationale, pour revoir les fondamentaux. Vous dites tout le monde, même le parti majoritaire? Bien sûr. Vous êtes prêt à Oui, il y a des gens qui sont bons là-bas à l'intérieur. Je les ai pratiqués. Il y a des gens qui ont un bon fond. Tout le monde n'est pas pourri là-bas. Tout le monde n'est pas pourri. Il y a des gens qui ont un bon fond. Ces gens-là, on peut les utiliser de façon à ce qu'on gouverne correctement le pays. Tout le monde n'est pas pourri là-bas. Il y a des gens qui ont un bon fond. Je les ai pratiqués, je les connais. Ce sont certains des frères et des sœurs qui sont là-bas, mais qui ne peuvent rien faire. Ils ploient sous le poids d'un clan qui phagocyte la pensée du président de la République. Donc, Mais vous dites frères et sœurs, est-ce que vous parlez aussi du frère biologique vous concernant? Vous savez, on n'est pas seulement frère utérin. Quand on est frère, c'est avec celui qu'on partage les mêmes idées ensemble. On peut être frère utérin, mais on ne partage pas les mêmes idées ensemble, on ne chemine pas ensemble. C'est que le cas, ce n'est pas mon problème. Les frères sont ceux... Vous savez, chez nous, c'est la famille élargie. En Afrique, c'est la famille élargie. Ton ami, c'est ton frère. C'est comme cela. Donc, je ne parle pas des familles, comment on appelle, des frères utérins. Donc, vous ne parlez pas de votre frère biologique?
Non, non, Il non. ne participerait pas à votre gouvernement. Non, il ne peut pas. Il ne pourra pas participer à ce gouvernement. Le jour et la nuit, il s'évertue à m'injurier partout là où il passe. Ce qui n'a rien compris jusqu'à présent, c'est que la politique. La politique, ce ne sont pas des injures, c'est un débat d'idées. Le jour où il comprendra que c'est un débat d'idées, là, il pourra s'asseoir sur un strapontin, on lui donnera un rôle. Mais pour le moment, il n'a rien compris dans sa tête. Il n'a rien compris. C'est un débat d'idées, ce n'est pas une série d'injures. Suite à votre défaite à l'élection présidentielle en 2016, vous aviez appelé vos partisans à accepter les résultats officiels du scrutin et invité Denis Sassou Nguesso, le président réélu, à avoir, je vous cite, le triomphe modeste et apaiser tous les Congolais. En cas de victoire du président Sassou Nguesso le 21 mars prochain, serez-vous encore aussi fair-play? En tout cas, je ne vois pas comment il va faire pour gagner. Je ne vois pas. J'attends de voir. Jusqu'à présent, j'ai sillonné le Congo. Je ne vois pas par quel miracle il aura même une voix. Je regarde hein, les Congolais, comment ils se comportent partout. Ils en ont marre. 46 ans plus 1, 47 ans de pouvoir. Parce que vous tenez compte de la transition, mais officiellement, ça fait 37. Non, madame, le PCT au pouvoir depuis 1969, 2021, moins 1969, ça fait 51 ans. Moins 5 ans de Pascal Lissouba, ça fait 47 ans. J'ai bien compté. J'ai bien compté. 2021, moins 1969, le premier régime du PCT. Donc ça fait 51 ans. Moins 5 ans. Le même président. C'est le PCT qui gère. Donc je veux dire le fait que ce parti... oui, mais c'est le parti. Le président Sassou a longtemps géré, il était toujours là. C'est le parti, à l'époque, c'est le parti qui gouvernait l'État. 47 ans que le parti qu'on lui travaille est au pouvoir. Il n'y a aucune unité de production. Aucune. Tous les habits que nous portons sont importés. Des chaussures jusqu'à la tête. Tout est importé. Tout est importé, comme me prouve le contraire. Il n'y a aucune unité de production au Congo. Bon, et ils me disent qu'ils vont diversifier. Diversifier quand? En 5 ans de plus? Non. 47 ans de gestion autocratique. Il faut mettre un terme à cela. Donc, je ne vois pas si ce sont ces retraités-là qui cumulent 48 mois d'arriérage qui vont le voter, ou les étudiants qui n'ont même plus leur bourse, ou ceux qui gagnent leur salaire à partir des budgets de transfert. Tout prend de l'eau. Même les 48 mesures que le FMI nous a obligés à appliquer, on n'arrive même pas. Ça prouve qu'il n'y a même pas de crédibilité. Mais je réitère ma question. En cas de victoire, malgré toutes les conditions que vous venez d'énumérer et vos doutes, hein, allez-vous garder cet esprit de fair play? Allez-vous accepter? Madame, j'aurai déjà les fiches jaunes issues des bureaux de vote. Les fiches jaunes prouveront que j'ai gagné. Donc vous allez contester? Bien sûr. Si les fiches jaunes prouvent que j'ai gagné, comment aller accepter les résultats publiés par la CNI alors que les originaux prouvent le contraire? Mais en 2016, vous dites aussi que vous aurez dû être au second tour, mais vous avez accepté. Non, je n'avais pas accepté, madame. La Cour constitutionnelle, c'est la plus haute juridiction de notre pays. J'avais pris acte, prenez encore mes textes, j'avais pris acte parce que je n'avais plus un autre recours. Vous savez ce qui s'était passé à la Cour constitutionnelle? Ils avaient été encerclés par des chars des militaires. Ils n'ont même pas eu le courage de lire tous les procès-verbaux de compilation des résultats des bureaux de vote que je leur avais déposés. On ne leur avait même pas permis. J'ai des gens qui sont à la Cour constitutionnelle qui nous ont tout raconté. Ils étaient encerclés. On leur avait mené même des sacs d'argent. Alors, à ce rythme-là, je vais encore déposer mes fiches jaunes à la Cour constitutionnelle. Là, je suis devenu bête. Là, je suis vraiment bête. J'ai mes résultats, je les proclame. La loi électorale ne m'interdit pas de proclamer mes résultats provisoires. Maintenant, ça sera à leur charge de me prouver que les fiches jaunes qui sont sorties des bureaux de vote sont faux.
Monsieur Guy Brice Parfait Kolelas, merci de nous avoir reçus et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, madame la journaliste. Notre candidat, c'est le président Denis Sassou Nguesso. Il n'y a pas trop de raisons pour dire pourquoi nous devons le soutenir. Primo, c'est l'expérience. C'est parmi les doyens de l'Afrique. Quand on voit l'Afrique, on parle des doyens, on parle du président Sassou Nguesso. Secondo, c'est l'expérience. Je ne pense pas qu'ici au Congo, qu'il y ait des hommes politiques expérimentés comme le président Sassou Nguesso. Il nous accorde la paix. C'est notre assurance paix. C'est notre garantie de tranquillité. Il se soucie de son peuple. Côté infrastructure, il a développé le Congo. Du nord au sud, quelqu'un peut quitter le Nigeria à venir jusqu'à Brazzaville par voie. Mais pourquoi ne pas le soutenir? Il soutient les jeunes. Il y a des usines. Il emmène les investisseurs ici au Congo. Nous avons les Dangote et autres. C'est parce qu'il y a la stabilité. C'est parce qu'il y a la paix. Donc ce sont toutes les raisons qui font à ce que nous puissions voter le président Sassou Nguesso qui est notre candidat et notre champion. Juste Désiré Mombele, bonjour. Bonjour, Madame Dédé. Alors vous êtes le porte-parole du candidat Denis Sassou Nguesso, porte-parole politique, on le précise. Comment se déroule sa campagne électorale? La campagne électorale se déroule très bien. Sur toute l'étendue du territoire national, les candidats essayer d'aller convaincre, présenter leur offre politique, présenter leur offre sociétale, présenter leur offre économique. Ça se passe dans la paix, dans la quiétude. Et nous, on a le plaisir, le bonheur et l'avantage de voir que notre candidat, partout il est passé, puisqu'il a déjà parcouru tous les départements du Congo, quasiment. Il y a une belle vague, il y a une masse, il y a une foule. Il y a la jeunesse, il y a la population qui est derrière lui et on s'en réjouit. Vous dites que votre campagne se déroule sans accroc, mais les candidats de l'opposition que nous avons vus affirment ne pas avoir pu battre campagne en toute quiétude dans certaines localités et ces derniers accusent très clairement le régime au pouvoir. Que leur répondez-vous? Bon, j'ai du mal à comprendre déjà pourquoi, qu'est-ce qui a empêché, c'est vous qui avez échangé avec les candidats Mathias Nzan et Guy Brice Parfait Kolelas, il faut que les ministres Nzan Mathias et Parfait Kolelas vous disent exactement qu'est-ce qui a empêché les deux à tenir leur meeting, leur rencontre, à aller vers les Congolais. Notamment les représentants de l'État, les préfets, les maires. Certains nous disent qu'il a fallu, en tout cas, s'acquitter d'une certaine somme d'argent. Ils ont été bloqués à l'entrée de certaines localités. Mais à ce moment-là, vous savez, il y a un organisateur qui est la CNI. Nous, on n'a pas connaissance, on n'a pas eu un feedback comme quoi, au niveau de la CNI, il y a eu une saisine de la part de certains candidats, disant qu'au niveau des administrations quelconques, ou simplement qu'ils auraient eu des difficultés à se mouvoir dans le pays, on n'a pas eu ces retours. Mais, vous savez, je suis responsable dans ma circonscription locale de la campagne du candidat Denis Sassou Nguesso. Et il est arrivé que 2, 3 mouvements politiques de la même famille politique, d'ailleurs, organisent une rencontre, un meeting à un même endroit. Et ce que l'administration demande, et ce qui se passe partout, nous sommes un pays civilisé, un pays organisé, administrativement organisé. On fait une demande, on informe les autorités locales qu'on voudrait sur tel endroit organiser un meeting de telle heure à telle heure. C'est pour éviter aussi qu'il y ait télescopage de candidats, rencontre croisée entre des candidats et ça fait désordre. C'est, je pense, plus dans ce sens-là. De nombreuses voix aussi dénoncent le vote anticipé des militaires le 17 mars. Déjà, pourquoi ce choix dans un premier temps? Alors, nous sommes une jeune démocratie. Le Congo est une jeune démocratie qui avance et qui apprend aussi de ses erreurs. Le vote anticipé, qui n'est pas, c'est pas nouveau dans le monde. En la matière, le Congo n'invente rien. Aux États-Unis, plus du tiers des électeurs votent de façon anticipée. En Australie, en Suède, on peut prendre plusieurs pays. En France, t'es né. On a fait une expérience. Et il a été constaté que le jour du vote, il faut mobiliser un grand nombre
des agents de la force publique pour sécuriser les électeurs. De la même façon, si vous avez rencontré les candidats, vous vous êtes rendu compte qu'ils sont accompagnés des hommes en uniforme qui les protègent. Le législateur a pensé qu'il fallait faire évoluer la loi électorale et donc permettre à la force publique de voter de façon anticipée, ce qui est un dispositif de la loi. Et certains candidats sont eux-mêmes des députés. L'un des candidats est même membre du bureau de l'Assemblée. Donc, il fait partie des personnes qui assistent à la conférence des présidents, donc à la préparation de l'agenda du Parlement. Ceci dit, c'est simplement pour faciliter l'organisation sereine, pour la sécurisation du processus et surtout du jour de vote, pour avoir un peu plus d'éléments de la force publique disponible. Imaginez-vous, Madame Djedje, le jour du vote, la force publique doit voter à quel moment, puisque la loi stipule aussi qu'il faut que tous les bureaux de vote soient sécurisés. Rien que dans la circonscription, dans une circonscription, vous pouvez avoir en moyenne 50 bureaux de vote. Imaginez à l'échelle du pays. Donc vous prenez des bureaux, X bureaux, puissance N. Ça fait combien de forces, combien d'agents de l'ordre à mobiliser pour ce jour-là? Et en même temps, ils doivent aller voter. Et parallèlement, doivent sécuriser le vote. Je pense que, d'ailleurs, ça profiterait à qui? Ça profiterait à qui s'il y a un vote anticipé? On peut se poser la question, simplement. Donc c'est un faux procès. Je pense que l'élection se déroule très bien. Le Congo a fait évoluer, mais de façon légale, sa loi électorale. C'est une loi, ce n'est pas une décision de la CNI, c'est une loi votée, promulguée, comme cela se passe dans tous les mondes modernes. Alors, intéressons-nous au programme du candidat Denis Sassou Nguesso. Quels sont finalement les axes prioritaires de son programme pour la population? Madame Didier, vous allez constater que les candidats que vous avez rencontrés parlent plus qu'ils auraient rencontré des obstacles, qu'ils ont du mal à se mouvoir, que la force publique vote de façon anticipée, mais poser la question aux Congolais, quel axe programmatique, quelle offre politique vous aurez du mal et vous allez vous perdre en conjoncture. La réalité, c'est que le candidat Denis Sassou Nguesso a un programme. Ce programme, c'est Ensemble, continuons la marche. Pourquoi Ensemble, continuons la marche? Parce que nous étions déjà en pleine marche. Et cette marche fut momentanément interrompue, eu égard aux conjonctures économiques, aux conjonctures, aux aléas exogènes, la chute des coûts des matières premières. Et nous sommes une économie en monoproduit, une économie basée essentiellement sur le pétrole. Et on a vu les coûts du baril chuter de 40, 50, 60 et parfois 70%. En plus de cela, il y a eu cette pandémie qui est arrivée, qui a épargné aucun peuple, qui n'a épargné malheureusement pas le Congo, et qui a mis aux arrêts toutes les économies mondiales. Il y a une parenthèse aussi, parce qu'en 2016, nous sortions d'une élection présidentielle. Et suite à cette élection présidentielle, il y a eu une contestation, ma foi, qui n'a pas obéi aux règles légales, aux règles de droit, et nous avons eu des soucis de sécurité dans un de nos départements, qui est le département du Pôle. Pendant près de 2 ans, il fallait sécuriser tous les Congolais et sécuriser le département. La paix est revenue sur toute l'étendue du territoire national. Les indicateurs macroéconomiques du Congo montrent que nonobstant cette crise exogène, nonobstant ces aléas, cet environnement mondial assez délétère qui a obéré sur finalement les économies mondiales, les indicateurs montrent que le Congo ne se porte pas si mal que ça comparé à d'autres pays. Mais là, ce que vous nous dites, on peut l'entendre pour quelqu'un qui vient tout juste de finir un premier mandat. On parle quand même d'un chef d'État qui est au pouvoir depuis 37 ans. On va s'intéresser à son bilan. La crise sanitaire a débuté il y a 1 an. Les conjonctures économiques, dont le pétrole. Même cela, on se demande pourquoi ne pas avoir diversifié l'économie quand on sait que dépendre de l'or noir, c'est dépendre des fluctuations. Finalement, quel est le bilan du président Sassou Nguesso? Je vais parce que je voudrais bien parler du programme Ensemble, poursuivons la marche.
Mais avant, je vais vous parler du bilan. Parlons de 37 ans au pouvoir. Je pense que Mme Merkel, elle est encore chancelière. Je constate que ça ne pose aucun problème aux Africains. Ça ne dérange aucun Africain. Mais ça ne dérange pas non plus nos partenaires multilatéraux et tout. Ça ne dérange personne. Et chaque État a ses réalités. Lorsqu'on parle de 35 ans au pouvoir, c'est méconnaître que dans ce pays, il y a déjà eu l'alternance politique au Congo. Contrairement certainement à d'autres pays, au Congo, en tout cas, le président Denis Sassou Nguesso a déjà passé le témoin. Les Congolais ont déjà vécu une alternance politique au Congo. Et donc, faire le procès de la longévité du pouvoir au président, c'est mal connaître le Congo et c'est très mal apprécier la réalité. Que dit la réalité? La réalité dit que nous sortions des indépendances, que le Congo est un pays comme tous les autres pays, j'imagine, anciennes colonies. L'héritage colonial économique était essentiellement basé sur l'exportation des matières premières. En ce qui concerne le Congo, pays capitale de l'AEF, on a hérité de quoi? D'un port autonome de Pointe-Noire, un port qui est devenu autonome, qui était donc le port essentiellement d'exportation des matières premières, les VA, l'or. Ensuite est arrivé le pétrole, le bois. Mais les paramètres de développement, les infrastructures étaient quasi nuls. Nous n'avions même pas 500 km de routes bitumées. Nous n'avions pas assez d'électricité, de capacité en ce qui concerne l'énergie, les capacités en ce qui concerne l'eau, simplement, les besoins fondamentaux, au niveau du transport, tout simplement. Donc, lorsqu'on fait, oui, le bilan du président Denis Sassou Nguesso, ben c'est l'homme qui, aujourd'hui, arrive à relier tous les départements du pays. Vous pouvez, madame, partir de Pointe-Noire, donc de la côte ouest, au niveau de la côte ouest africaine, c'est l'un des rares pays. Vous pouvez partir de Pointe-Noire jusqu'à Ouesso, c'est-à-dire que traverser le pays tout entier sur une belle route bitumée, et cela est possible aujourd'hui. Ce n'est pas tout. L'héritage colonial du chemin de fer, vous savez que le chemin de fer est devenu obsolète, parce que c'est vraiment l'héritage colonial. Mais il a refait le réalignement, il a refait les travaux du chemin de fer. Que de temps en temps, bon, il y a eu quelques parenthèses douloureuses qui font que, bon, parfois c'est un peu cassé ici, cassé là, mais il ne se fatigue pas, il s'arrange à ce que ce chemin de fer soit pratique et soit praticable pour les besoins économiques, pour les besoins de société, pour des besoins de brassage des populations. L'énergie. Le Congo avait, quel était, en termes de mégawatts, le Congo avait combien en mégawatts? Nous n'avions même pas 200 mégawatts. Aujourd'hui, le Congo a pratiquement un peu plus de 800 mégawatts sur une consommation de 400 mégawatts. Donc, il y a des perspectives réelles de développement. Il fallait les jalons, poser les bases. Pour une économie qui se développe, il y a des bases. Les bases, ce sont les télécommunications. Les bases, ce sont les voies de communication. Les bases, c'est aussi aujourd'hui, avec le monde global de Marshall McLuhan, puisque le monde est devenu globalisé. Peut-être qu'on est suivi en Côte d'Ivoire, en direct maintenant, mais il y a la fibre optique. Dans les petits villages du Congo, tout le monde est connecté. Il y a la fibre optique. Et la fibre optique, ce qui est aujourd'hui aussi génératrice d'emplois. On va revenir là-dessus puisqu'on va évoquer le programme. Donc là, vous venez de nous énumérer son bilan politique, économique et social envers la population. Quels sont les axes prioritaires de ce programme? Alors, les axes prioritaires de ce programme, c'est d'abord la priorité des priorités du président Denis Sassou Nguesso. Son credo, c'est la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Ensuite, il y a la relance économique, puisqu'il faut relancer l'économie. Pour relancer l'économique, le président dit, nous allons diversifier l'économie. Et madame, la diversification, c'est un processus qui a été déjà engagé avec la mise en place des infrastructures de base. La diversification de l'économie, il choisit des grappes. Il dit, on ne va pas y aller tous azimuts. On choisit des grappes. Il prend une grappe principale, c'est l'agriculture.
En s'appuyant sur l'agriculture, le candidat dit, à travers l'agriculture, nous allons mécaniser l'agriculture et faire l'agriculture in lato, en sens large. L'agro-industrie, l'agroforesterie, aller vers des métiers, les métiers générateurs d'emplois pour les jeunes. Aussi faire en sorte que nos produits ne soient plus essentiellement exportés, mais en tout cas avant d'exporter, il faut couvrir d'abord les besoins de consommation locale. Qu'il s'agisse des produits de matières premières comme les hydrocarbures, le bois et d'ailleurs au niveau aussi des produits agricoles. Pour rappel, le Congo, de Denis Sassou Nguesso, dont vous évoquez l'expérience, et grâce à Dieu, heureusement qu'on a cette expérience, le Congo fut exportateur de café et de cacao dans les années 80. C'est à la lumière des réformes, sinon au égard aux réformes à la veille des conférences nationales, avec en réalité le changement des paradigmes économiques, parce que nous devions partir d'un système d'économie socialiste pour ouvrir le capital, et en ouvrant le capital, eh bien oui, des sociétés qui étaient des sociétés d'État, qui exportaient le café, qui exportaient le cacao et d'autres produits, ont tout simplement fait banqueroute parce que se sont retrouvés dans des mains des privés qui n'étaient pas préparés au capital, qui n'étaient pas préparés à la production des produits, simplement au travail et à l'exploitation privée de ces sites. Mais aujourd'hui, le candidat dit, le potentiel est lié. Le Congo, c'est 22 millions de forêts. Le Congo, c'est 10 millions d'hectares de terres arables. Je disais 22 millions de terres, donc de forêts. 10 millions de terres arables. Avec une hydrographie connue, abondante. Vous avez de l'eau partout. On a aujourd'hui l'électricité, la capacité à produire l'électricité suffisante. Ce n'est pas tout. Il y a des zones économiques spéciales, donc des zones industrielles. 4 zones industrielles qui sont mises en place à Ouesso, donc dans le septentrion, dans le nord du Congo, avec une connexion vers le Cameroun. Vous avez la zone industrielle de Pointe-Noire, la zone industrielle d'Olombo et d'Oyo. Donc, voyez-vous, plutôt la zone économique spéciale. Il y a un potentiel. Et les Congolais y croient, les jeunes y croient. Et Denis Sassou Nguesso, c'est un homme qui a de la vision. On ne fait pas de l'économie sans la vision. On ne fait pas du développement sans la vision. Il faut une vision. Et il a une vision, si vous regardez, si vous suivez le Congo, aujourd'hui avec cette pandémie, à Covid-19, vous verrez que nous sommes l'un des premiers pays au monde à avoir confiné les populations. Déjà à ce moment-là, on a eu des retours négatifs de l'intérieur, des mêmes opposants, pour certains, comme de l'extérieur, que c'est une manœuvre. On veut priver les Congolais, les citoyens de leur liberté. On a vu après des pays parfois plus développés que les nôtres faire la même pratique. Aujourd'hui, certains pays sont même au deuxième ou troisième confinement. Mais nous, on a eu ce confinement. Par exemple, c'est pour vous dire que vous êtes venu au Congo. Je pense que vous êtes rentré. La porte d'entrée du Congo est une belle porte. Le bel aéroport que vous avez vu n'est pas le fruit du hasard. Vous irez dans tous les départements, vous trouverez ce type d'infrastructure. Et le Congo de Denis Sassou Nguesso est vraiment en marche. L'économie est vraiment en marche. Si le président Denis Sassou Nguesso ne remporte pas cette élection le 21 mars, acceptera-t-il sa défaite? Vous savez, le président Denis Sassou Nguesso est un homme d'exception. C'est un grand homme d'État. La conférence nationale au Congo en 1991 a duré 3 mois, madame. Pendant 3 mois, ce fut l'inquisition. Le président Denis Sassou Nguesso fut vilipendé par parfois des camarades de son parti. Ancien parti unique, PCT version parti unique. Il fut traité de tout, tous les mots, M-A-U-X, tous les mots du Congo avaient un nom. Ils avaient trouvé un nom. Denis Sassou Nguesso, pendant 3 mois. Je ne sais pas s'il y a un homme qui a cette capacité de supporter, d'avoir cette capacité de résilience et de suivre en direct ce moment. Mais il avait eu une phrase, j'assume. Qu'est-ce qu'il a assumé? Il a assumé l'ouverture démocratique. Il a assumé l'organisation des élections générales, donc la transition démocratique, l'organisation des élections générales. Il a assumé de passer le témoin, madame, parce qu'il était candidat à sa propre succession, mais il avait passé le témoin. Et les Congolais ont apprécié toute cette période, et ce n'est pas
là n'est pas ici, on n'est pas là pour parler des bilans des uns et des autres, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un démocrate. Mais encore, il ne faut pas décréter, il ne faut pas prendre des raccourcis pour dire on nous empêche de faire la campagne, ben, la force publique va voter avant, on crie au loup. Ben, c'est lorsqu'il a perdu dans les urnes, parce que les Congolais en avaient décidé ainsi, il y a eu une passation de consignes en bonne et due forme en plus du Congo. Madame, il est rentré dans sa résidence privée à pied, comme un simple citoyen. C'est un passé récent. On n'a pas besoin de lire l'histoire de Napoléon pour parler de cette parenthèse politique en République du Congo. Juste Désiré Mondélé, merci de nous avoir reçus et d'avoir répondu à toutes nos questions. Avant de terminer, je voudrais vous présenter nos très sincères condoléances pour le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui a été un grand ami du Congo, que nous avons personnellement connu, et nos très sincères condoléances. Et merci à vous. Voilà. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI 1 et à la semaine prochaine.